Bienvenue dans le Morning News sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue national inclusif suit son cours au Gabon et ne compte éluder aucune question. Entre autres sujets en débat, l'immigration et l'acquisition de la nationalité gabonaise mobilisent les sous-commissions. La suppression de la double nationalité fait partie des propositions en examen. Le Cameroun franchit un nouveau cap dans la digitalisation des services publics. Le pays va se doter d'un centre de transformation digitale pour numériser les services consulaires. La première pierre du chantier d'1 an a été posée mardi à Yaoundé. Et la solidarité internationale s'active pour venir en aide au Soudan. 2,1 milliards de dollars d'aide humanitaire à mobiliser au lendemain de la conférence internationale pour le Soudan qui s'est tenue à Paris ce 15 avril. Mais tout d'abord, la visite du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra en France. Le chef d'État a été reçu au palais de l'Élysée ce mercredi par son homologue Emmanuel Macron pour renforcer les relations bilatérales entre la République centrafricaine et la France. Cette rencontre intervient dans un contexte de reprise du dialogue et de dynamique positive des relations bilatérales entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont adopté une feuille de route en vue de mettre en place un partenariat constructif et relancer leurs relations. Rappelons que cet entretien est le deuxième entre les deux chefs d'État en un peu plus de 6 mois. Dans l'actualité, le Cameroun accélère la numérisation de ses services consulaires via un centre de transformation digitale. Le chantier de construction de cette infrastructure a été lancé à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Ce centre de transformation digitale permettra de sécuriser et d'informatiser les prestations dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Il augure aussi une meilleure qualité de service aux usagers 1 an après la numérisation des visas d'entrée sur le territoire. Le reportage de Séverin Douque depuis Yaoundé. Engagé depuis plusieurs années dans le processus de modernisation de l'administration publique, le Cameroun multiplie des initiatives pour digitaliser les prestations offertes aux usagers. C'est le cas au ministère des Relations extérieures, où les travaux de construction du centre de transformation digitale du MINREX ont officiellement été lancés le 16 avril 2024 à Yaoundé. L'infrastructure devrait permettre aux services diplomatiques du Cameroun de sécuriser les données issues des différentes prestations consulaires, de moderniser ses activités, d'accélérer le processus de traitement des dossiers afin de garantir un service de qualité aux usagers au Cameroun et dans le reste du monde. La cérémonie à laquelle nous prenons part, je voudrais encore nous relever, témoigne à n'en point douter de la volonté des pouvoirs publics du Cameroun de fixer dans le marbre cette réforme qui vise pour notre pays à s'arrimer aux normes et standards internationaux en matière de sécurisation des données générées par notre appareil diplomatique et consulaire. La construction du centre de transformation digitale du MINREX va permettre en outre à l'État du Cameroun de renforcer sa souveraineté en matière de conservation des données diplomatiques et consulaires. Ce projet vient à la suite du projet e-Visa, dont le mérite est entre autres de permettre la sécurisation des recettes consulaires en faveur de la trésorerie de l'État, la simplification des procédures et de ce fait l'attractivité de la destination Cameroun. 157 668 visas visiteurs ont été délivrés entre le 30 avril 2023 et le 30 mars 2024. Il permet à notre pays d'exercer sa souveraineté sur ses données consulaires. Le projet e-Visa aura permis d'optimiser et de sauvegarder les recettes consulaires de l'État. Les travaux de construction du centre de transformation digitale du MINREX, qui seront réalisés par l'entreprise Impact Palmarès, devraient durer 1 an, soit jusqu'à avril 2025. L'immigration et la nationalité sont au cœur des débats au dialogue national en cours au Gabon.
Alors que 20% de la population est issue de l'immigration, il est question de renforcer le processus d'acquisition de la nationalité gabonaise. Ce sujet à lui seul a suscité plus de 1700 contributions du peuple, preuve de son importance dans l'opinion publique. Au rang des propositions étudiées figure la suppression de la double nationalité et la vérification des connaissances sur l'histoire et la culture gabonaise. Reportage de notre envoyé spécial à Libreville, Joseph Mouafo. La question de l'immigration et de la nationalité est une véritable préoccupation au sein de l'opinion nationale gabonaise. Ces préoccupations sont au cœur des débats de la commission politique via la sous-commission Souveraineté nationale qui relève avoir étudié 1703 contributions du peuple sur cette thématique. Au cours des débats, la nécessité de renforcer le processus d'acquisition de la nationalité gabonaise a été mise en avant. Les membres de cette sous-commission ont fait des propositions parmi lesquelles la vérification des connaissances sur l'histoire et la culture gabonaise, la suppression de la double nationalité et la révision des certificats de nationalité. Nous avons 4 thématiques dans la sous-commission souveraineté. Nous avons commencé à débattre sur l'immigration, ensuite la nationalité. Alors, sur celle qu'on a déjà débattue, effectivement, les débats étaient remontés, puisque les commissaires, à partir des contributions des populations, qui sont autour de 1703, ont pu égrener toutes les propositions qui ont été faites. Nous avons travaillé sur l'immigration. L'immigration, c'était vraiment très exaltant. Pourquoi nous l'avons choisi d'abord en premier lieu? Mais parce que c'est le thème qui a suscité beaucoup plus de contributions des Gabonais. D'autres thématiques ont également fait l'objet de discussions au sein de la sous-commission régime et institutions politiques, présentée comme le cœur même du dialogue national inclusif dans la mesure où la transition politique actuellement en cours dans le pays vise la restauration des institutions. Les membres de cette sous-commission ont penché leurs réflexions sur des stratégies capables de rendre plus tangible le changement de paradigme. Ici, nous sommes chargés de définir, premièrement, quel est le régime politique qui sied parmi des milliers et des centaines de régimes politiques qui existent, même si le débat s'articule autour de 2 principalement, à savoir le régime présidentiel et le régime parlementaire. Donc, quel est le régime qui sied au niveau de maturité de notre démocratie et aussi aux aspirations du peuple. Le Gabon jouit d'une situation économique plutôt favorable, avec une croissance économique positive depuis plus de 40 ans. Une situation économique qui a favorisé un afflux de populations d'autres pays d'Afrique. Selon les données officielles, le Gabon accueille plus de 352 600 étrangers, soit 20% de la population résidente. Et dans l'actualité, cette mobilisation internationale pour aider le Soudan en proie à une crise humanitaire catastrophique. 18 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et 5 millions d'autres sont menacées de famine extrême dans les prochains mois. Plusieurs pays annoncent une aide de 2,1 milliards de dollars au lendemain de la conférence humanitaire pour le Soudan tenue le 15 avril à Paris. Parmi les donateurs, l'on compte l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Pauline Minka. À l'issue d'une conférence internationale des donateurs tenue à Paris en France, la communauté internationale s'est engagée lundi 15 avril 2024 à mobiliser plus de 2,13 milliards de dollars d'aide humanitaire en faveur des millions de Soudanais menacés par la guerre et la famine. Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous. Et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan. Le conflit opposant l'armée régulière aux forces paramilitaires a déjà poussé 1,6 million de personnes à fuir le Soudan et 6,1 millions d'autres à se déplacer à l'intérieur du pays. La guerre menace également de plonger 5 millions de Soudanais dans une famine extrême dans les prochains mois, selon les sources humanitaires. Des organisations humanitaires internationales estiment par ailleurs que 18 millions de personnes, soit un tiers de la population, sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. La population soudanaise prise dans cette situation d'urgence est presque totalement invisible. Le Soudan est devenu l'une des pires catastrophes humanitaires jamais connues sur le continent africain. Il est de notre devoir de ne pas détourner le regard.
Depuis le début de la guerre, le 15 avril 2023, entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, sous le commandement du général Mohamed Hamdan Daglo, les conflits ont repris au Darfour, dans l'ouest du pays. Cette vaste région avait déjà été meurtrie par une guerre civile aux centaines de milliers de victimes déclenchée en 2003. 1,2 milliard de dollars, c'est le montant cumulé des envois de fonds de la diaspora kenyane au premier trimestre 2024, soit 19% de plus qu'à la même période en 2023. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui abritent le plus grand nombre d'immigrés kenyans, sont en tête des pays de départ de ces transferts d'argent. La Banque centrale du Kenya explique cette augmentation par la bonne tenue du shilling kenyan ces derniers mois et la maîtrise de l'inflation dans le pays. Mildred Yamou nous en dit plus. La diaspora kenyane demeure un acteur clé dans le développement du pays. Au premier trimestre 2024, les envois de fonds des Kenyans vivant à l'étranger ont augmenté de 18,8% par rapport aux envois enregistrés au cours de la même période en 2023. Les données de la Banque centrale du Kenya montrent qu'entre janvier et mars 2024, les envois de fonds de la diaspora kenyane ont totalisé 1,2 milliard de dollars. L'institution bancaire a attribué cette progression à la baisse généralisée des pressions inflationnistes. C'est grâce justement à l'ouverture du pays et puis grâce au nouveau gouvernement, à l'État kenyan, qui stimule justement les Kenyans à investir massivement dans leur pays, en leur ouvrant des portes, en leur donnant des facilités. D'après les chiffres de la Banque centrale du Kenya, les Kenyans de l'étranger ont envoyé 412,4 millions de dollars chez eux en janvier 2024, soit le montant le plus élevé en un mois. Les envois de fonds de la diaspora kenyane se sont établis à 407,8 millions de dollars en mars 2024, contre 385,9 millions de dollars en février. Le montant combiné envoyé par la diaspora kenyane entre janvier et mars 2024 représente une hausse de 190,5 millions de dollars par rapport aux 1,02 milliard de dollars envoyés au cours de la même période en 2023. Selon la Banque centrale du Kenya. La hausse des envois de fonds de la diaspora kenyane s'explique par le fait que des industries de pointe sont créées par justement cette diaspora dynamique un peu partout, aux États-Unis, en Amérique du Nord d'une manière globale, en Europe. Et puis les Kenyans ont contribué justement à l'implosion de certaines technologies, par exemple le fait de payer par les téléphones. Depuis janvier 2024, le shilling a gagné jusqu'à 18,2% de sa valeur, ce qui a inspiré confiance aux investisseurs. L'augmentation des transferts de devises des Kenyans de l'étranger, en dollars principalement, a contribué en grande partie à atténuer la pression sur la monnaie kenyane. Depuis 2015, les envois de fonds de l'étranger restent la principale source de flux de trésorerie étrangers au Kenya, devant le tourisme, les investissements directs étrangers et l'exportation de produits agricoles. Et en sport, l'Égypte et la Libye complètent le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Les demi-finales de la compétition se joueront vendredi avec les affiches Maroc-Libye et Égypte-Ouganda. Le Maroc, pays hôte et double champion en titre, s'est qualifié le 15 avril dernier en surclassant la Zambie. 13-0, score final. Joël Ballot nous fait le point de la compétition. Le public était avec nous. Au cours du match, nous avons corrigé de petites erreurs accumulées durant les rencontres précédentes. Comme vous l'avez vu, la rencontre a tourné en notre faveur et nous sommes grâce à Dieu en demi-finale. Accompagné par son public, le Maroc s'est qualifié le 15 avril pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2024 au détriment de la Zambie, 13-0. Soufiane El Mesrar, Idriss Raïs El Feni, Ismail Amazal et Soufiane Charaoui sont quelques artisans de cette victoire qui permet aux Lions de l'Atlas de terminer en tête du groupe A avec 9 points. Nous avons gagné sans encaisser grâce à Dieu. La suite de la compétition ne sera pas aussi simple. Nous attendons de voir les résultats des autres nations, notamment la Libye, l'Égypte, qui sont deux grandes équipes de futsal. Je
غدا نتفرجوا فيهم باش نشوفوا شكون اللي تاهل ثاني مجموعه وتبدا الاستعداد ان شاء الله باش نخليو هذا اللقب ان شاء الله في المغرب ان شاء الله. Le Maroc, double champion en titre, est suivi dans le groupe A par l'Angola avec 6 points. Pour sa qualification en demi-finale, la sélection angolaise de futsal a pris le meilleur sur son homologue ghanéen en s'imposant le 15 avril par 11 buts à 3. Je voudrais féliciter l'équipe marocaine et le travail que le Maroc accomplit pour le continent africain ces dernières années car il joue un futsal incroyable. Quand on voit les buts, on voit les grands efforts des joueurs. Il n'y a pas de match facile. Quand on prend l'adversaire au sérieux, il devient plus facile pour nous de jouer. Pour rappel, les deux équipes finalistes de la CAN Futsal 2024 et la troisième obtiendront leur billet pour le Mondial 2024 prévu le 14 septembre au 6 octobre en Ouzbékistan. Ce Morning News a été réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. L'information se poursuit sur nos antennes.